Pendant le régime nazi, l'enfance fut intégrée dans la logique idéologique de l'État. Loin d'être neutre, la naissance d'un enfant était conditionnée par des critères raciaux, politiques et biologiques. Depuis les maternités jusqu'au registre civil, tout le système était orienté pour déterminer si un mineur devait être protégé, relocalisé ou pris en charge par les autorités. Divers bureaux des SS développèrent des structures spécifiques pour traiter les cas infantiles. Des manuels, des échelles d'évaluation et des fiches médicales étaient employés pour décider de leur avenir. Certains étaient dirigés vers des institutions spéciales. D'autres disparaissaient des registres sans laisser de traces. Que faisaient les autorités nazies quand naissait un bébé juif? Pourquoi son destin se décidait-il dès le premier jour et qu'est-il arrivé à des milliers de ces enfants pendant la guerre? Enfance nazie, ingénierie biologique depuis le berceau. En 1929, quand Heinrich Himmler assuma le poste de Reichsführer SS, les Schutzstaffel cessèrent d'être une simple force d'élite politique pour se convertir en l'instrument biologique et eugénique du régime nazi. Himmler concevait la révolution nationale-socialiste non seulement comme une transformation politique, mais comme une réingénierie radicale du corps social allemand. Cette vision était ancrée dans le concept de Volkstum, une doctrine qui ne se limitait pas à l'exaltation du peuple allemand, mais qui proposait sa dépuration et son renforcement à travers l'élevage sélectif, la reproduction planifiée et l'exclusion systématique de tout ce qui était considéré comme étranger ou dégénéré. Depuis son leadership, Himmler articula une idée. La victoire du Troisième Reich ne serait durable que si elle était accompagnée d'une augmentation quantitative et qualitative de la race germanique. En 1936, il émit un édit qui révélait le noyau de cette obsession. Nous n'avons pas lutté avec succès si nous n'avons pas 4 enfants qui prolongent cette race. Il ne s'agissait pas seulement d'une exhortation à la natalité, mais d'un mandat biologique. Les SS devinrent une organisation régulée par des critères génétiques. Chaque membre devait prouver au moyen des Sippenbücher, registre généalogique, son ascendance aryenne au moins jusqu'à 1800. La loyauté idéologique ne suffisait pas. Il était indispensable de démontrer la pureté raciale et, de plus, de la multiplier. Cet idéal biologique n'était pas seulement un discours. Il se traduisit en une politique d'État. En septembre 1935, les lois de Nuremberg établirent le cadre juridique qui consolida l'exclusion raciale. Ces lois interdirent les mariages et relations sexuelles entre Allemands de sang et Juifs et classifièrent les enfants de ces unions comme Mischling ou bâtards raciaux. Cette étiquette n'était pas simplement administrative, elle les plaçait en dehors du corps politique du Reich. Ils pouvaient être séparés légalement de leur famille, privés de droits civils et soumis à des évaluations pour déterminer leur destin biologique. Certains étaient envoyés dans des institutions de rééducation, d'autres simplement disparaissaient des registres populationnels. L'État s'arrogea le droit de décider si un enfant devait vivre ou avec qui et sous quelle identité. L'obsession pour l'ingénierie biologique requérait une structure organisationnelle. En 1931, Himmler avait créé un bureau pour vérifier l'ascendance des aspirants au SS. En quelques années, cette entité évolua jusqu'à se convertir en le Rass- und Siedlungshauptamt, RUSHA, le bureau central de race et établissement. Le RUSHA n'était pas un simple organisme d'inspection. Il se transforma en le centre de contrôle racial du nazisme. Il employait des anthropologues, des médecins, des généticiens et des juristes pour classifier et exclure systématiquement les Juifs, les Slaves, les Roms, les personnes handicapées et d'autres groupes considérés comme biologiquement inférieurs. Sa fonction était double, protéger le sang allemand et faciliter son expansion dans les territoires occupés. Dans ce contexte, le 12 décembre 1935, Himmler fonda le programme Lebensborn, source de vie, sous les auspices de l'Organisation du Reich pour le renforcement du peuple allemand. À première vue, il s'agissait d'un réseau de bien-être maternel. En pratique, c'était une institution à fin eugénique. Lebensborn fournissait des soins médicaux et un soutien économique aux femmes considérées comme racialement pures, spécialement celles qui tombaient enceintes hors mariage. Son objectif était multiple. Augmenter la natalité aryenne, éliminer le stigmate social de la maternité célibataire parmi les Allemandes précieuses et encourager l'élevage dans un environnement strictement national-socialiste.
Il fonctionnait aussi comme voie d'adoption sélective pour les enfants considérés comme aptes, nés à l'intérieur ou à l'extérieur du Reich. L'infrastructure de Lebensborn grandit rapidement. Il établit des maisons de maternité en Allemagne, Autriche, Norvège et autres territoires occupés, où les femmes enceintes pouvaient accoucher sous supervision médicale sans exposition publique. Après la naissance, les nouveau-nés étaient évalués physiquement et génétiquement. Ceux qui remplissaient les critères raciaux étaient enregistrés dans le système, élevés par du personnel endoctriné, et dans de nombreux cas, adoptés par des familles sélectionnées des SS. Ce processus cherchait à éliminer toute trace d'origine non désirée. Les documents étaient modifiés, les noms changés et les biographies réécrites pour qu'ils s'ajustent au profil arien. Avec l'éclat de la guerre en 1939 et l'occupation postérieure de la Pologne, le Lebensborn élargit sa fonction. On introduisit le concept de population récupérable, des enfants non allemands, mais qui présentaient des traits physiques compatibles avec l'idéal nordique, cheveux clairs, yeux bleus, proportions céphalométriques favorables. Dans des zones comme la Pologne, l'Ukraine ou la Slovénie, des agents du Ruscha et du Lebensborn identifièrent ces mineurs, les séparaient de leurs familles biologiques et les transféraient vers des centres de transit. Là, ils étaient réexaminés, renommés et envoyés dans des institutions allemandes pour être germanisés. Beaucoup ne reviendraient jamais connaître leur langue, culture ni origine véritable. Cette stratégie d'expansion démographique ne se limita pas à une région. Elle s'appliqua de forme systématique dans tous les territoires considérés stratégiques pour la consolidation de l'espace vital nazi Lebensraum. La germanisation infantile se convertit en une forme de colonisation silencieuse, idéologiquement justifiée et exécutée avec précision bureaucratique. À la différence d'autres politiques d'extermination, celle-ci ne dépendait pas de la violence directe, mais de l'annulation identitaire. L'enfant n'était pas assassiné, mais son passé était détruit et remplacé par une fiction raciale acceptable. Les mécanismes de cette opération ont été documentés avec minutie. Les sources incluent des ordres écrits de Himmler, des manuels d'évaluation raciale, des rapports internes du Lebensborn, de la correspondance entre unités régionales des SS et leur siège central, ainsi que des archives judiciaires et des déclarations postérieures recueillies par la Croix-Rouge internationale et la commission de filtration alliée après le conflit. Ces matériaux sont conservés dans des institutions comme le Bundesarchiv à Berlin, les archives de la Croix-Rouge à Genève et des centres de documentation en France, Pologne et Autriche. Grâce à cette évidence, il est possible de reconstruire comment la politique raciale nazie ne fut pas improvisée ni chaotique, mais planifiée, articulée et administrée par des organismes spécialisés. Au cœur de cette machinerie se trouvèrent les enfants, non comme victimes collatérales, mais comme objectif primaire. L'enfance fut instrumentalisée comme ressource biologique et champ de bataille idéologique. Dans les premières années du régime, il s'agissait de protéger le sang allemand. Pendant la guerre, de l'étendre en s'appropriant des corps étrangers. Dans les deux cas, la logique était la même, purifier et fortifier le peuple allemand, même si cela impliquait détruire l'identité d'autres peuples depuis leurs générations les plus jeunes. Ainsi, le Troisième Reich non seulement assassina des millions, il réécrivit aussi des vies, effaça des mémoires et utilisa l'enfance comme un outil pour redessiner l'avenir. La politique raciale appliquée aux enfants ne fut pas un appendice de l'idéologie nazie, ce fut un de ses piliers. Et dans son exécution, avec des archives, des normes, des manuels et des échelles de notation raciale, se révèle la froideur structurelle d'un système qui prétendait créer un nouvel ordre non seulement au moyen d'armes, mais au moyen de berceaux, salles de classe et registres de naissance. Camp de Łódź, l'enfer infantile du Reich. En 1942, les SS et la police de sécurité reçurent un ordre direct d'Heinrich Himmler pour établir un camp exclusif pour mineurs dans le ghetto juif de Łódź, une ville rebaptisée Litzmannstadt pendant l'occupation allemande. L'objectif déclaré était d'interner des enfants antisociaux, orphelins, petits voleurs et témoins de délits nazis, sous la justification de sécurité publique. Cependant, son véritable objectif n'était pas la protection ni la rééducation, mais le châtiment systématique, l'exclusion sociale et le contrôle de l'enfance considérée racialement ou moralement dangereuse. Le camp, officiellement appelé Pollen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei, ouvrit le 1er décembre 1942
se convertissant en le seul centre de détention infantile créé par l'appareil nazi de manière structurée et permanente. Entre 1942 et début 1945, par les barbelés de ce camp passèrent entre 12 000 et 20 000 mineurs d'origine polonaise. La majorité avait entre 2 et 16 ans, bien qu'on enregistrât des cas de nourrissons envoyés avec des frères aînés. Au niveau administratif, le camp opérait sous l'apparence d'une institution corrective, mais en pratique, c'était une structure pénitentiaire avec des conditions équivalentes aux camps de concentration pour adultes. Le régime interne, les conditions de vie, le régime disciplinaire et l'objectif politique étaient les mêmes. Éradiquer les considérés indésirables depuis l'enfance, par des moyens qui incluaient le travail forcé, la dénutrition chronique, la violence quotidienne et la suppression de l'identité. Situé dans l'ancien ghetto de Łódź, le Kinder KZ était délimité par les rues Przemysłowa, Emilii Plater, Górnicza et Bracka. L'installation comptait avec une double clôture de bois renforcée avec du fil de fer barbelé, des tours de surveillance au coin et des postes de contrôle en permanence occupés par les SS. Le périmètre était conçu non seulement pour empêcher les fuites, mais pour isoler complètement les internés de l'environnement extérieur. Le complexe incluait 6 secteurs internes, bureaux administratifs, baraquements d'enregistrement, dortoirs masculins et féminins, un entrepôt de distribution, une section de châtiment et une zone séparée pour petits-enfants et nourrissons, dirigée par la superviseure Sidonia Bayer. À l'extérieur, à Dzierżoniecka, se trouvaient les baraquements annexes pour les filles de plus de 12 ans, assignées à des tâches agricoles sous garde féminine. La gestion du camp fut confiée à des officiers liés directement avec le Bureau central de sécurité du Reich. Parmi ses commandants figurent Friedrich Camillo Ehrlich, Hans-Heinrich Fuge, Arno Wruck et Karl Enders. Tous provenaient de structures policières et participèrent à d'autres opérations répressives en Pologne. Ils répondaient à la Kripo, police criminelle, et à la Gestapo locale, ce qui confirme que l'internement infantile était un outil de plus de l'appareil répressif nazi, non une politique humanitaire ratée. L'administration agissait avec discrétion absolue. Les mineurs étaient envoyés par des rapports policiers, des dénonciations de voisins, des rafles massives dans les marchés ou rues, ou simplement pour se trouver sans tuteur après la détention de leurs parents. Il n'existait aucun processus judiciaire ni révision externe. L'admission au camp équivalait à une condamnation indéfinie. Les baraquements étaient des constructions de bois sans isolation thermique. En hiver, les températures descendaient en dessous de moins 10 degrés Celsius. Il n'y avait pas de chauffage, couverture ni vêtements adéquats. Les internés dormaient dans des couchettes de 3 niveaux, directement sur des planches, sans matelas. Les conditions sanitaires étaient déplorables. Il y avait des infestations de poux, puces et rats. Les latrines étaient des fosses collectives ouvertes, et l'accès à l'eau se limitait à des minutes quotidiennes. Le scorbut, la dysenterie, la tuberculose et le typhus étaient des maladies endémiques. Le petit déjeuner consistait en pain vieux et café fait de glands ou betteraves fermentées. Le déjeuner était sporadique. Une soupe aqueuse de seigle ou, avec chance, 35 grammes de viande et 100 grammes de pommes de terre bouillies. Ces rations minimales, ajoutées au surpeuplement et au manque d'hygiène, causaient des épidémies régulières. Seulement en 1943, on enregistra entre 100 et 200 morts infantiles mensuelles, beaucoup d'entre elles jamais notifiées officiellement. Les enfants étaient obligés de travailler entre 10 et 12 heures quotidiennes. Les tâches incluaient la réparation de chaussures militaires, la confection de paniers, la fabrication de sacs de toile et l'entretien des propres baraquements. Les filles internées à Dzierżoniecka travaillaient dans des tâches agricoles. Elles semaient, récoltaient, ramassaient des pommes de terre ou nettoyaient des étables. Les mineurs de 6 ans étaient utilisés dans des tâches simples mais répétitives, comme l'emballage de fleurs artificielles, le nettoyage de pièces métalliques ou l'assemblage de petits composants. Les journées étaient épuisantes et étaient accompagnées par un système disciplinaire brutal. Les châtiments incluaient des coups publics avec des bâtons, des coups avec des bâtons de caoutchouc, isolement prolongé dans des cellules humides, exposition nue au froid et privation totale d'aliments. Certaines cellules de châtiment mesuraient moins de 2 mètres carrés, sans lumière ni ventilation, où on enfermait les mineurs pendant des jours. Sidonia Bayer, chargée de la section des nourrissons et petits-enfants, avait la réputation d'appliquer des châtiments physiques sévères même aux internés les plus jeunes.
Des survivants déclarèrent qu'elle frappait avec des bâtons des enfants de 3 ans pour mouiller le lit et qu'elle forçait des bébés à rester immobiles sur des matelas sans vêtements comme forme de châtiment. Son nom apparaît dans plusieurs témoignages judiciaires recueillis pendant les procès d'après-guerre, bien qu'elle ne fût jamais formellement condamnée. Les documents médicaux internes révèlent que beaucoup de morts furent cataloguées comme défaillance cardiaque ou tuberculose, quand en réalité il s'agissait d'inanition, infection non traitée ou coup. L'occultation administrative des causes réelles de mort fut systématique et évita pendant des années la reconnaissance internationale du caractère concentrationnaire du camp. Pendant les processus de dénazification dans la Pologne d'après-guerre, plusieurs anciens employés du camp furent interrogés. Eugenia Paul, une des gardiennes, fut jugée en 1972 pour mauvais traitements à mineurs. Dans son processus, on lut des dizaines de déclarations de victimes survivantes. Une d'elles se rappelait « Je dormais dans une couchette d'en haut, sans couverture, sur des planches nues. » Une autre dit « Il nous donnait de la soupe pourrie. Si tu ne la mangeais pas, il te laissait sans nourriture 3 jours. À un enfant, ils cassèrent le bras parce qu'il avait uriné. » Bien que les sentences furent limitées et que tous les responsables ne furent pas jugés, ces témoignages permirent de reconstruire avec précision le fonctionnement interne du camp et de confirmer son caractère criminel. Le camp de Łódź ne fut pas une exception isolée. Il faisait partie d'une stratégie délibérée de l'appareil nazi pour terroriser et désarticuler la population polonaise au moyen de la répression de son enfance. Le message était clair. Aucun enfant non arien n'était en sécurité. La détention arbitraire de mineurs fonctionnait comme outil de châtiment collectif. Les disparitions d'enfants déstabilisaient des quartiers entiers, généraient de la terreur dans les familles et convertissaient la survie même en un acte de résistance. L'expérience acquise dans ce camp fut documentée et répliquée dans d'autres localités occupées. Les manuels administratifs, les méthodes d'enregistrement et les procédures d'isolement furent utilisés comme base dans d'autres institutions infantiles du Reich, particulièrement dans des camps de transit ou réformatoires sous contrôle de la Kripo en Tchécoslovaquie et Ukraine. À la différence d'autres camps nazis où prédominait l'extermination directe, Łódź appliquait un modèle d'anéantissement lent. Le châtiment n'était pas la mort immédiate, mais la privation progressive de dignité, aliments et santé. Il s'agissait de détruire depuis la racine toute possibilité de développement des mineurs considérés racialement ou moralement dangereux. En ce sens, le Polen Jugendverwahrlager fut une expérience de répression infantile sans précédent dans l'Europe occupée. La mémoire de ce camp, cependant, tarda des décennies à émerger. Pendant la guerre froide, son histoire fut marginalisée par les narratives centrées sur les camps d'extermination pour adultes. Seulement à partir des années 90, avec l'ouverture d'archives polonaises et la déclassification d'expédients en Allemagne, se consolida sa reconnaissance comme un camp de concentration infantile. Aujourd'hui, le terrain où il était situé abrite un monument commémoratif et un centre de documentation. La recherche historique continue, impulsée par des témoignages des peu de survivants encore vivants et par des historiens qui ont récupéré des archives administratives, des fiches d'admission, des lettres familiales et des photographies oubliées. Le camp infantile de Łódź ne fut pas seulement une prison pour mineurs, ce fut un dispositif planifié pour discipliner, châtier et éliminer depuis l'enfance toute menace à l'ordre racial nazi. Converti en symbole de la terreur dirigée contre les enfants, il révèle une des facettes les plus extrêmes de la violence étatique, la décision consciente de détruire des générations entières non seulement avec des balles, mais avec la faim, la peur et l'abandon. La sélection raciale infantile, formule nazie pour effacer les identités. À partir de 1939, avec l'occupation de la Pologne, le Rasse-Ansiedlungshauptamt, Ruscha, élargit ses fonctions pour inclure la classification systématique d'enfants. La logique était brutale. Capturer des mineurs considérés précieux pour les récupérer pour le sang allemand et rejeter ceux qui ne remplissaient pas les critères établis par la science nazie. Cette pratique ne fut pas improvisée, mais partie d'une politique systématique appuyée par des directives écrites, du personnel spécialisé et des protocoles standardisés avec prétention d'objectivité scientifique. Dans une circulaire datée du 25 mars 1943, Rudolf Kreutz,
chef adjoint de Russia pour question de population, détaillait la procédure pour évaluer des enfants polonais. Il doit être mené à bien une soigneuse sélection de tous les enfants avec apparence aryenne dans des institutions polonaises. Ceux qui montrent des caractéristiques nordiques doivent être séparés et éduqués comme membres du Reich. Ces ordres ne se limiteraient pas aux orphelinats. Ils s'étendaient aux camps de transit, écoles et centres de classification établis dans la Pologne occupée. La sélection incluait des mineurs qui étaient restés orphelins après des déportations ou exécutions de leurs parents, ainsi que des enfants enlevés directement par des patrouilles SS dans des villages et bourgs ruraux. Le processus était soutenu par un réseau de documentation exhaustive. Chaque enfant était soumis à une évaluation qui commençait avec l'élaboration d'une fiche raciale infantile, Kinderrassenkarte, où étaient enregistrées des données comme date et lieu de naissance, langue maternelle, religion connue, nationalité des géniteurs et situation sociale. Ensuite, on réalisait une évaluation anatomique, Rassengutachten, qui incluait des mesures précises du crâne, de la mâchoire, du visage et de la distance oculaire. Ces mesures étaient comparées avec les paramètres établis dans les manuels raciaux nazis et notées selon des échelles prédéterminées. À côté de cette évaluation physique, on réalisait un rapport psychologique destiné à identifier des traits d'obéissance, adaptabilité et soumission. On observait la réaction de l'enfant face aux figures d'autorité, sa disposition pour suivre des ordres et son niveau d'interaction émotionnelle. On valorisait aussi des réactions comme peur, retrait, agressivité ou enthousiasme face aux stimuli allemands. Dans beaucoup de cas, on leur demandait sur leur famille, religion, pays d'origine et préférences, enregistrant tout indice de résistance ou attachement à leur identité culturelle. Ceux qui répondaient avec naturel ou montraient de l'enthousiasme étaient considérés assimilables. Ceux qui pleuraient, se refusaient à parler ou montraient de la confusion étaient marqués comme inadaptables. Les sessions pouvaient durer des heures. Dans les centres de classification les plus structurés, comme ceux de Łódź-Posen ou Kalwaria, les enfants étaient examinés par des équipes mobiles composées de médecins militaires, psychologues des SS, assistants sociaux et anthropologues de terrain. Les photographies biométriques prises dans ces lieux étaient de face et de profil, parfois avec les enfants complètement nus, avec l'objectif de comparer leur corps avec les types idéaux du modèle nordique. Ces images s'archivaient avec les fiches et étaient révisées par des comités supérieurs avant de prendre une décision. Les experts du Russia utilisèrent des tables pour valoriser les traits physiques. L'indice céphalique, la relation entre la largeur et la longueur du crâne, était fondamentale. On priorisait aussi les yeux bleus ou vert clair, cheveux blonds cendrés ou dorés, peau claire, nez droit et fin, et proportions corporelles harmonieuses. Chaque trait ajoutait ou retirait des points. Un enfant qui obtenait plus de 60 points était considéré porteur de sang nordique récupérable. Entre 40 et 60 points impliquait valorisation secondaire. Moins de 40 points entraînait le rejet immédiat. Ces paramètres s'appliquaient même aux frères. Un pouvait être accepté et un autre rejeté, avec des conséquences drastiques pour les deux. En plus de l'analyse physique et psychologique, on réalisait des examens médicaux complets. On cherchait des signes de maladies héréditaires, malformations, handicap, épilepsie, tuberculose ou faiblesse générale. L'état dentaire et la symétrie corporelle étaient observés minutieusement. Même la musculature, la coordination motrice et la résistance physique faisaient partie des critères d'évaluation. La finalité n'était pas seulement la santé, c'était détecter des déviations qui pourraient indiquer dégénération biologique. Les psychologues des SS enquêtaient aussi l'esprit germanique. Ce terme ambigu était utilisé pour évaluer si l'enfant montrait des qualités qui le rendraient digne de s'intégrer dans le Reich. Discipline, sens du devoir, adaptabilité et capacité d'obéir sans hésiter. Il n'était pas rare que certains enfants, par peur ou épuisement, feignent l'enthousiasme ou répondent ce qu'on leur enseignait. Malgré cela, les décisions étaient irrévocables. Un enfant pouvait être marqué pour germanisation, réévaluation ou exclusion définitive en quelques heures. Le processus de classification infantile fut élaboré et coordonné en collaboration avec des institutions scientifiques du Troisième Reich. L'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, hérédité humaine et eugénisme joua un rôle essentiel. Son directeur Ottmar von Verschuer, mentor direct de Joseph Mengele,
participa à la définition de standards et supervisa des équipes de terrain. Ces scientifiques développèrent des manuels de mesure, formulaires et systèmes de notation. Bien que leurs méthodes prétendaient être scientifiques, elles étaient contaminées par des préjugés idéologiques qui justifiaient la supériorité raciale allemande et le droit de s'approprier l'enfance étrangère. Une fois le processus complété, chaque enfant était assigné à une de 3 catégories. La première, croissance désirable, erwünschter Bevölkerungszuwachs, groupait les enfants avec des caractéristiques physiques optimales et tempérament docile. Ceux-ci étaient envoyés à des programmes de germanisation et adoptés par des familles aryennes. La seconde catégorie, croissance tolérable, tragbarer Bevölkerungszuwachs, s'appliquait aux enfants avec de petites déviations qui requéraient réévaluation. Ils pouvaient être envoyés dans des foyers provisoires, institutions de formation ou réformatoires nazis. La troisième, croissance non désirée, unerwünschter Bevölkerungszuwachs, incluait tous les enfants avec des traits physiques rejetés, maladies, notes basses ou comportements problématiques. Ceux-ci étaient exclus du système et souvent envoyés dans des camps de transit ou simplement abandonnés. Ce système ne s'appliqua pas seulement en Pologne. En Tchécoslovaquie, après l'annexion de Bohême et Moravie, on établit des centres similaires à Brno et Prague. En Ukraine et Biélorussie, où les SS menèrent des campagnes systématiques de germanisation, des enfants blonds étaient séparés de leurs familles pendant des rafles massives. En Alsace et Lorraine, zones annexées par l'Allemagne, on réalisa des études anthropométriques dans des écoles entières et on transféra des centaines de mineurs en Allemagne pour leur évaluation finale. On estime qu'au moins 200 000 enfants furent examinés par les autorités allemandes en Europe orientale entre 1940 et 1945. Seulement en 1943, on réalisa près de 40 000 évaluations infantiles, dont environ 10 000 dérivèrent en adoption ou rééducation sous le système nazi. Les décisions étaient enregistrées dans des rapports archivés par le RUCHA et coordonnés avec le programme Lebensborn, chargé d'exécuter la relocalisation des enfants considérés aptes. Ceux sélectionnés étaient transportés dans des trains spéciaux vers l'Allemagne, recevaient de nouveaux noms, identités fausses et étaient distribués à travers des bureaux d'adoption du Reich. On n'informait jamais les familles biologiques du sort final des mineurs. Beaucoup furent déclarés disparus ou morts. Les familles adoptives recevaient une documentation officielle qui falsifiait l'origine des enfants, créant l'illusion d'une généalogie aryenne légitime. Ce système de classification infantile, froid, structuré et apparemment technique, révèle un des aspects les plus inquiétants du régime nazi, sa capacité de déshumaniser au moyen de formulaires, échelles et rubriques. La violence ne s'exerçait pas avec des armes, mais avec des règles administratives qui convertissaient l'identité d'un enfant en un dossier avec des notations. La décision de séparer, adopter, cacher ou rejeter n'était pas arbitraire. C'était le résultat d'un système bureaucratique dont l'objectif était redessiner l'avenir racial de l'Europe depuis l'enfance. Dans son obsession pour dominer la biologie humaine, le Troisième Reich convertit les enfants en objets d'étude, outils de propagande et pièces d'une machinerie raciale planifiée jusqu'au détail. La classification raciale infantile ne fut pas une erreur d'interprétation scientifique. Ce fut une politique d'État construite depuis l'Académie, exécutée par l'appareil policier et validée par la loi. Ses conséquences restent vivantes dans la mémoire fragmentée de ceux qui furent objets de cette ingénierie idéologique déguisée en science. Bébés non aptes, diagnostic qui conduisait à l'extermination. Le programme de euthanasie nazi, connu comme Action T4, fut approuvé par Adolf Hitler le 1er septembre 1939 pour éliminer des personnes avec des handicaps considérés comme « vie indigne d'être vécue ». Bien qu'il commença avec des adultes dans des hôpitaux psychiatriques, il s'étendit rapidement aux enfants allemands et mineurs de territoires occupés, incluant des bébés juifs, polonais, slaves et roms. En juin 1940, le ministère de l'Intérieur établit des comités médicaux pour examiner des rapports d'enfants avec des handicaps, les sélectionnant pour assassinat dans des centres comme Am Spiegelgrund à Vienne, Hadamar, Sonnenstein, Artheim et Bernburg. Les enfants affectés étaient majoritairement des bébés de moins de 3 ans avec des syndromes génétiques, paralysie cérébrale, microcéphalie, épilepsie ou simplement nés de parents pauvres ou juifs.
On les transférait dans des cliniques où, sous apparence de traitement médical, ils étaient assassinés au moyen d'injections létales, surdoses de morphine ou gaz, falsifiant leur mort dans des certificats avec des causes comme pneumonie ou défaillance cardiaque. La clinique Am Spiegelgrund, partie de l'hôpital Steinhoff de Vienne, fut un des centres les plus actifs. Entre 1940 et 1945, là furent assassinés au moins 789 enfants au moyen d'une procédure méticuleuse. Les mineurs arrivaient depuis des orphelinats ou par des parents trompés avec des promesses d'attention spécialisée. Une fois dans la clinique, ils étaient isolés, privés de nourriture, sédatés et finalement assassinés avec du phénol, véronal ou autre barbiturique. Beaucoup mouraient lentement d'inanition. Leurs corps étaient disséqués pour recherche scientifique par les docteurs Heinrich Gross et Erwin Jekelius, qui conservèrent des centaines de cerveaux infantiles dans des bocaux avec du formol jusqu'à la décennie 1990. Les archives de Spiegelgrund révèlent un système administratif qui documentait chaque admission, évolution clinique, date de mort et cause fausse de décès. On réalisait des autopsies et études anatomiques qui cherchaient à confirmer des théories sur l'infériorité génétique. Tandis qu'Action T4 assassinait des enfants allemands handicapés, les camps d'extermination étendirent la politique aux enfants juifs considérés inutiles pour le travail. À Chelmno, entre 1941 et 1943, on utilisa des camions à gaz pour exterminer des milliers de nouveaux arrivants, incluant des bébés et petits-enfants assassinés immédiatement en arrivant. À Majdanek, selon des déclarations du procès de Lublin, beaucoup d'enfants furent fusillés, jetés vivants dans des fosses communes ou assassinés avec du gaz. Un témoignage glaçant d'un soldat ukrainien au service des SS relate comment on obligeait les mères à déposer leurs enfants sur le sol avant d'être séparés et assassinés. Auschwitz-Birkenau fut le plus systématique. En arrivant les trains, des enfants de moins de 10 ans étaient envoyés presque automatiquement aux chambres à gaz. On estime que plus de 200 000 mineurs furent assassinés à Auschwitz, incluant des nouveau-nés qui ne s'enregistraient même pas. Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, fut la figure la plus infâme de la médecine nazie. Comme officier médical à Auschwitz-Birkenau, il organisa une unité expérimentale dans le secteur B2e, réservée aux enfants, spécialement des jumeaux. Son objectif était d'étudier l'hérédité génétique au moyen d'expériences comparatives qui incluaient des transfusions croisées, amputations, injections de bactéries, chirurgie sans anesthésie, et exécution des enfants pour étudier des effets internes. Leur corps était disséqué par le médecin juif forcé Miklos Nisli, qui documenta ses crimes dans son journal. Un témoignage indique que Mengele assassina 14 jumeaux en une seule nuit avec du chloroforme intracardiaque. Le gynécologue Karl Klauber, aussi à Auschwitz, réalisa des expériences de stérilisation chez des filles et adolescentes juives, injectant des chimiques abrasifs dans les trompes de Fallope. Ces méthodes causaient des infections massives, mutilations et morts. Beaucoup de victimes étaient des mineurs de 15 ans. L'assassinat systématique se cachait derrière une administration légale. Dans des cliniques comme Spiegelgrund, les médecins émettaient des certificats faux indiquant des causes naturelles. Défaillance cardiaque par fièvre, bronchopneumonie soudaine, collapsus respiratoire post-traumatique. Ces documents étaient envoyés aux familles avec des lettres expliquant que l'enfant était décédé malgré tous les efforts médicaux. On facturait même des coûts funéraires où on remettait des urnes avec des cendres fausses. Dans des camps comme Auschwitz, les certificats n'étaient pas nécessaires. Les enfants ne s'enregistraient pas et leur mort n'existait pas administrativement. Un aspect perturbant fut la conservation systématique de cerveaux, organes et squelettes infantiles pour usage académique. À Spiegelgrund, Heinrich Gross stocka plus de 400 cerveaux d'enfants assassinés, conservés jusqu'à 2002, quand finalement ils furent incinérés après scandale médiatique à Vienne. À Berlin, on découvrit des bocaux avec des tissus d'enfants juifs utilisés par Ottmar von Verschuer à l'Institut Kaiser Wilhelm. Ces restes arrivaient depuis Auschwitz par train militaire pour recherche sur dégénération. La récupération de ces matériaux par des équipes forensiques après 1945 permit de documenter avec précision les âges, lésions et nature médicale des assassinats, confirmant qu'il s'agissait de politique officielle.
Dans les procès de Nuremberg et processus postérieurs, de nombreux médecins, infirmiers et administrateurs furent interrogés. Une infirmière de Spiegelgrund confessa avoir administré des doses de Véronal à enfants défectueux pendant des années. Le docteur Jekelius admit que plus de 400 enfants furent assassinés sous sa supervision par ordre du Reich. À Auschwitz, le médecin Friedrich Huntress confirma avoir injecté du phénol à des enfants sélectionnés par Mengele. Ces confessions permirent de reconstruire le fonctionnement interne des programmes d'assassinat infantile. Les chiffres conservateurs indiquent 5000 enfants assassinés sous action T, 4 entre 1939 et 1945 dans des cliniques allemandes et autrichiennes, 1 500 000 enfants juifs assassinés dans des camps d'extermination selon Yad Vashem et des milliers de plus victimes d'expérimentation médicale. Ces chiffres excluent des enfants qui moururent de faim, maladies induites ou négligence délibérée dans des ghettos, orphelinats occupés ou centres de transit. Identité volée, enfants arrachés pour le Reich. Entre 1941 et 1944, les administrations nazies organisèrent l'enlèvement systématique d'enfants avec traits ariens en Pologne et autres régions occupées. L'ordonnance 67-1, émise en février 1942 par Ulrich Greifeld et signée par le Rucha, instruisit les SS d'interner tous les mineurs orphelins ou dans des foyers polonais pour leur inspection raciale. En pratique, des agents allemands exécutèrent des rafles dans des écoles, hôpitaux, gares et villages ruraux, confisquant des enfants entre 3 et 10 ans. Ces opératifs se justifiaient légalement comme mesure de protection infantile ou rapatriement racial. Le chiffre documenté s'élève à environ 20 000 enfants polonais enlevés, bien que des estimations non officielles suggèrent qu'ils auraient pu être plus. Dans d'autres régions sous occupation du Reich, on implémenta des mécanismes similaires. Dans la zone slovène sous contrôle italien, des mineurs blonds et aux yeux clairs furent systématiquement séparés de leurs familles entre 1942 et 1943 et envoyés dans des centres de classification à Graz et Vienne. Des plus de 500 enfants évalués, approximativement 200, furent finalement soumis à des processus d'assimilation forcée. En Ukraine, les SS interceptaient des orphelins pendant les campagnes contre les partisans, séparant ceux qui montraient des traits nordiques. Le bureau d'Himmler instruisit avec clarté. Ils devront être remis aux autorités allemandes s'ils montrent des caractéristiques ariennes reconnaissables. Ces décisions ne répondaient pas à improvisation, mais à une stratégie de germanisation planifiée depuis les plus hauts niveaux de l'appareil racial du Troisième Reich. Les enfants considérés aptes après les évaluations physiques et psychologiques étaient transférés dans des centres de transit ou installations Lebensborn. Là commençait un processus méticuleux de transformation identitaire. On leur assignait un nouveau nom et nom de famille allemand avec une filiation complètement inventée. Le dossier de l'enfant était reformulé. Lieu de naissance, date, religion, profession des supposés parents, tout était falsifié avec des modèles officiels du ministère de l'Intérieur. Les actes de naissance originaux étaient détruits ou scellés. Dans les nouveaux documents figuraient des nationalités allemandes, passeports du Reich et certificats de pureté raciale. Un des cas les plus connus est celui d'Alodia Witaszek, rebaptisée Alice Richter. Roman Rosatowski se convertit en Hermann Ludwig. Le document officiel de Roman indique « Geboren 20.1.1942, Pollen, Poznań », bien qu'il ne naquit ni à cette date ni dans cette ville. Ces changements s'archivaient dans le système Lebensborn, sous la garde d'officiers administratifs qui géraient chaque cas avec la même rigueur bureaucratique appliquée aux dossiers militaires. Les copies étaient distribuées aux bureaux de statistiques, aux écoles réceptrices et aux familles adoptives. Les enfants étaient remis à des familles soigneusement sélectionnées pour leur loyauté au régime. Des officiers des SS, fonctionnaires du parti, maîtres, agriculteurs affiliés et ouvriers politiquement fiables figuraient parmi les récepteurs. Souvent, ces adoptions n'étaient pas motivées par un désir genuin de crianza, mais par des incentives étatiques comme des subventions, accès à de meilleurs logements ou bénéfices fiscaux. La Croix-Rouge suédoise réussit à documenter au moins 3000 cas après la guerre, mais on présume que le chiffre réel est beaucoup plus grand. Une fois intégrés dans leur nouveau foyer, les mineurs étaient inscrits dans des écoles spéciales.
L'éducation était rigide, hautement idéologisée et conçue pour effacer toute trace d'origine préalable. On interdisait strictement l'usage de la langue natale, spécialement le polonais, ukrainien ou slovène. Ceux qui étaient surpris prononçant des mots étrangers étaient châtiés avec isolement ou châtiment physique. La routine scolaire incluait des études d'allemand, chants d'hymnes nazis, éducation physique avec exercice militaire, doctrine raciale, histoire du Reich, manuel sur supériorité germanique et classe de religion ajustée à l'idéologie étatique. Le jour commençait avec le salut nazi obligatoire. On enseignait aux enfants à identifier leur nouvelle identité comme un privilège racial. Ils devaient mémoriser des slogans comme « L'avenir de l'Allemagne est dans notre sang » ou « Le non-allemand est ennemi ». Les châtiments étaient communs, écrire des phrases d'endoctrinement sans foi, s'agenouiller pendant des heures ou réaliser des exercices physiques exténuants pour des erreurs linguistiques. Certaines écoles incluaient des entraînements pré-Hitlerjugend pour les garçons, avec des pratiques de formation militaire basique et marches disciplinaires. La chercheuse Isabelle Heinemann dirigea un des projets les plus ambitieux de récupération documentaire après la guerre. Son équipe réussit à reconstruire 17 000 actes d'enfants impliqués dans le programme Lebensborn. À travers le croisement d'archives, témoignages, lettres et photographies, émergèrent des histoires d'endoctrinement profond. Dans son journal de 1944, Alodia écrivit « Il nous obligeait à parler allemand à voix haute et copiait d'un manuel les 100 commandements de supériorité. » Roman relata que sa maîtresse lui ordonna « Écris dans ton cahier que tu ne comprends plus un mot en polonais. » La Croix-Rouge documenta des témoignages similaires. L'intégration fut rapide. En quelques semaines, ils ne se rappelèrent plus leur nom original. Bien que certains de ces enfants grandirent avec affection de la part de leurs familles adoptives, beaucoup développèrent un fort déracinement. Alodia conta dans les années 90. « Ma mère adoptive me donna de l'amour mais ne me parla jamais de mon passé, ni polonaise ni allemande. J'étais fille de la Croix, sans origine. » Roman écrivit après avoir connu son dossier réel. « La confession fut brutale. Ma vraie mère put vivre. Je grandis comme un inconnu. » Plus de la moitié des enfants localisés furent inscrits dans les jeunesses hitlériennes, Hitlerjugend, à partir de 10 ans, avec participation obligatoire à des actes publics, défilés et activités de formation paramilitaire. Beaucoup d'entre eux vécurent pendant des décennies avec une identité fracturée. Certains, en récupérant leur vrai nom, optèrent pour maintenir les Allemands avec lesquels ils avaient grandi. D'autres, en connaissant leur provenance, souffrirent de crises d'identité prolongées. L'impact émotionnel et psychologique fut profond. Roman cessa de célébrer son anniversaire après avoir découvert que sa date était fausse. Alodia narra qu'elle pleurait en rêve, en se rappelant des fragments de la langue polonaise. Ce qu'aujourd'hui on reconnaît comme trouble d'identité culturelle affecta des centaines, une déconnexion totale entre la mémoire affective infantile et l'identité imposée par l'appareil nazi. Après la défaite du Troisième Reich, la Croix-Rouge internationale, avec d'autres organisations humanitaires, créa un bureau pour enfants volés par le Reich. L'objectif était localiser, identifier et rapatrier les mineurs enlevés. Cependant, grande partie des archives administratives furent détruites délibérément par les SS en 1945. Des plus de 3000 histoires officiellement ouvertes, seulement 12 purent se reconstruire complètement pendant les premières années d'après-guerre. Les dossiers conservés incluaient des fiches médicales, rapports de transit, listes de logements et correspondances entre parents biologiques et autorités qui ne fut jamais répondue. Des cas comme celui d'Alodia et sa sœur Barbara ne purent s'éclaircir que des décennies après. En 2004, la Croix-Rouge polonaise accéda à des fragments du livre de registre du camp Lebensborn de Łódź où figurait l'inscription « Witaszek Alodia, 43 mois, juive polonaise », avec une photographie infantile. Roman fut partiellement identifié en 2010 grâce à des preuves d'ADN qui confirmèrent des coïncidences avec des descendants d'une famille de Poznań. Malgré l'avance technique et documentaire, la majorité des affectés ne récupéra jamais complètement leur histoire. Le gouvernement allemand, même des décennies après la fin de la guerre, refusa des compensations formelles pour ces enfants. Ils alléguèrent que les enlèvements furent menés comme actes militaires, non comme crimes civils, et que les adoptions, bien qu'imposées, remplissaient la légalité en vigueur dans le Reich.
On approuva des indemnisations minimales pour certaines familles déplacées sous loi raciale, mais sans jamais reconnaître l'existence structurelle du programme de germanisation forcée. La politique officielle fut la reconnaissance morale sans responsabilité légale. Les projets dirigés par Heinemann et autres historiens réussirent à reconstruire la traçabilité d'au moins 17 000 enfants, bien que seulement environ 5 000 purent se connecter avec informations familiales vérifiables. Dans beaucoup de cas, les pistes terminaient dans des foyers détruits, identités impossibles à confirmer, ou histoires dont la seule preuve était une photographie comparée à la main avec des archives fragmentaires. Malgré cela, les témoignages récupérés permirent de révéler la dimension émotionnelle de ce crime idéologique, l'enlèvement de l'enfance comme arme politique. Alodia déclara publiquement « J'ai découvert que j'étais fille de la résistance polonaise. En me rappelant la langue dans mes rêves, je me réveillais en pleurant. » Roman, dans une lettre manuscrite envoyée à l'Archive centrale de Munich, écrivit « J'ai dû me renommer moi-même pour croire que j'existe. » Tous deux participèrent à des documentaires et interviews télévisés en Allemagne et Pologne, se convertissant en porte-paroles involontaires d'une vérité incommode. La mémoire des enfants du Reich qui vécurent comme Allemands sans savoir qu'ils ne l'étaient pas. L'enlèvement massif d'enfants ne fut pas une déviation marginale du système nazi. Ce fut une politique officielle, légalement justifiée et méticuleusement exécutée. La falsification d'identité fut totale, depuis des documents jusqu'à l'histoire personnelle. La rééducation fut intégrale. État, école et famille conspirèrent pour mouler une enfance entièrement soumise. Le résultat fut un dommage culturel et émotionnel profond. La récupération partielle de ces biographies a été possible grâce à des décennies de travail historique, archives internationales et avances génétiques. Malgré cela, des milliers d'enfants grandirent, vécurent et moururent sans connaître leur vrai nom. Justice ratée, le programme nazi qui échappa au châtiment. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés établirent le tribunal militaire international de Nuremberg pour juger les principaux criminels de guerre nazis. Parmi les 12 procès postérieurs, on réalisa le jugement connu comme Russia Trial, 1947-1948, centré sur le bureau principal de race et établissement des SS, entité clé dans l'implémentation de l'idéologie démographique nazie. Le procès, États-Unis d'Amérique, Veit Ulrich Greifeld et al., impliqua 14 accusés responsables des opérations d'assimilation forcée, dépeuplement et réorganisation ethnique en Europe de l'Est. Parmi eux, 4 étaient directement liés au programme Lebensborn, Max Sollmann, Gregor Ebner, Günther Tesch et Ing Viermetz. On les accusait de crimes contre l'humanité pour avoir participé à l'enlèvement et la rééducation forcée de milliers d'enfants en Pologne, Slovénie, Ukraine et Tchécoslovaquie, ainsi que pour administrer des institutions où ces mineurs furent renommés, endoctrinés et remis à des familles allemandes sans consentement. Malgré les preuves documentaires présentées par l'accusation, le tribunal ne condamna aucun des accusés du Lebensborn pour l'enlèvement d'enfants, basant son jugement sur 3 arguments qui révéleraient la complexité légale d'établir des responsabilités dans des crimes bureaucratisés. Premièrement, insuffisance de preuves directes. Le tribunal considéra qu'il n'y avait pas d'évidence concluante que les accusés avaient participé directement aux rafles, bien qu'il reconnût que les mineurs enlevés furent remis à des institutions sous leur gestion. Deuxièmement, distinction entre administration et action criminelle. On argumenta que Lebensborn n'était pas une entité exécutrice d'enlèvement, mais une organisation chargée de garde, soins et adoption de mineurs, ce qui, selon le tribunal, ne constituait pas crime si les enfants étaient traités bien. Troisièmement, présomption d'intention bienveillante. On accepta la défense que beaucoup d'adoptions se firent avec intention de sauver les enfants ou leur donner un avenir meilleur, minimisant le dommage irréversible de la rééducation forcée et le changement d'identité. Comme résultat de cette interprétation légale restrictive, Inge Viermetz, unique femme accusée, fut absoute de tous les chefs d'accusation. Max Sollmann, chef de Lebensborn, fut condamné seulement pour appartenir au SS, non pour ses actions spécifiques dans le programme. Gregor Ebner et Günther Tesch reçurent aussi des sentences légères pour appartenance à organisation criminelle, mais non pour crimes liés aux enfants. Le jugement du tribunal, émis le 10 mars 1948, contient des affirmations qui se convertiraient en précédents légal problématiques.
Il n'a pas été prouvé de manière concluante que Lebensborn, comme institution, ait ordonné ou participé à l'enlèvement de mineurs non allemands dans des territoires occupés. L'administration des enfants de la part de Lebensborn peut être considérée négligente quant à la préservation de leurs origines, mais non criminelle dans le sens des statuts du tribunal. Cette rédaction reflète non seulement la difficulté d'établir responsabilité directe dans un contexte où multiples organismes étaient impliqués, mais aussi un manque de compréhension vers les implications psychologiques et culturelles du crime. Pendant les décennies postérieures, l'État allemand se refusa systématiquement à octroyer des compensations spécifiques aux enfants victimes du programme Lebensborn. Les motifs allégués furent multiples et révèlent un patron d'évasion institutionnelle. Le manque de preuves documentaires suffisantes fut utilisé comme argument principal, étant donné que beaucoup d'archives du Lebensborn furent détruites ou disparurent en 1945, rendant difficile d'émontrer la trajectoire individuelle de chaque enfant. L'absence d'une catégorie légale reconnue constitua un autre obstacle, car on ne créa aucune figure juridique qui reconnaîtrait la rééducation forcée comme crime réparable. Finalement, la considération des adoptions comme actes civils permit à l'État de soutenir que beaucoup d'adoptions furent réalisées légalement sous les lois en vigueur dans le Troisième Reich, bien que celles-ci fussent imposées par un régime génocidaire. Même dans les cas mieux documentés, comme ceux d'Alodia Witaszek ou Roman Rosatowski, les gouvernements allemands d'après-guerre reconnurent la souffrance individuelle mais évitèrent toute réparation formelle qui pourrait établir un précédent légal. Cette stratégie de reconnaissance sans responsabilité se maintiendrait pendant des décennies, frustrant les tentatives de justice des victimes survivantes. Depuis la décennie 1990, des associations de victimes comme Lebensspuren et Verein Kriegskinder ont impulsé des campagnes soutenues pour la reconnaissance légale du dommage causé par le programme Lebensborn. Ces initiatives ont réuni des déclarations publiques d'anciens enfants soumis à rééducation forcée, des analyses génétiques qui permirent des réunifications familiales tardives et des pétitions formelles au Bundestag pour l'établissement de fonds de réparation. Le gouvernement allemand a répondu avec des rapports parlementaires, comme celui présenté en 2007 par la Commission de droits humains, où on reconnaît le caractère forcé de beaucoup d'adoptions Lebensborn, mais sans offrir indemnisation financière substantive. Dans des déclarations officielles de 2010 et 2015, le gouvernement allemand réaffirma une position qui combine reconnaissance morale avec évasion légale. Les affectés par le programme Lebensborn furent victimes du régime nazi. Cependant, en absence d'un cadre juridique clair, on ne prévoit pas d'indemnisations automatiques. On permit que les victimes présentent des sollicitations individuelles au Fonds de compensation pour victimes du nazisme, créé en 2002, bien que moins de 300 personnes reçurent quelque type d'appui, généralement symbolique. Le contraste avec d'autres pays est révélateur. En Norvège, où le programme Lebensborn opéra aussi activement, le gouvernement reconnut officiellement en 2000 que les enfants nés de relations entre femmes norvégiennes et officiers des SS furent victimes de persécutions et stigmatisations systématiques. À la différence de l'Allemagne, la Norvège établit un fonds d'indemnisation spécifique pour ces enfants en 2003, octroyant jusqu'à 8 000 € à chaque victime comme geste de reconnaissance officielle. Ce précédent a été cité répétitivement par les associations allemandes comme exemple d'une politique plus proactive de mémoire et justice, mais sans obtenir de changement dans la position allemande. Un des effets les plus durables du jugement Rucha fut la minimisation systématique de la responsabilité du Lebensborn dans l'imaginaire collectif européen. Pendant des décennies, en Allemagne et Autriche, se consolida la narrative que le programme se limitait à encourager la natalité de enfants aryens à l'intérieur de mariages SS, omettant complètement le composant d'enlèvement et rééducation forcée. L'occultation institutionnelle des archives et le silence légal sur les victimes contribuèrent à maintenir cette version édulcorée de l'histoire. Ce ne fut qu'avec le labeur d'historiens comme Isabel Heinemann, initié dans la décennie 1990, qu'on démontra au moyen du croisement méticuleux de registres nazis survivants et témoignages postérieurs la dimension réelle du crime. Son travail, avec celui d'autres chercheurs européens, a permis de reconstruire non seulement l'échelle du programme, mais aussi son impact durable dans les vies des victimes survivantes. Le programme Lebensborn
représente un des crimes les moins reconnus et plus complexes du régime nazi. Bien que les preuves de son existence, organisation systématique et exécution à grande échelle soient abondantes et vérifiables, les tribunaux d'après-guerre, soit par limitation légale, volonté politique ou compréhension insuffisante de la violence psychologique, ne réussirent pas à condamner ses responsables principaux. Le refus persistant de compenser ses victimes a approfondi le sentiment d'abandon institutionnel, spécialement parmi ceux qui aujourd'hui encore vivent sans certitude complète sur leur identité d'origine. L'histoire légale de Lebensborn révèle comment la justice, même en disposant de preuves documentaires et testimoniales solides, peut faillir à atteindre ceux qui souffrirent des formes de violence qui transcendent les catégories légales traditionnelles. Les enfants du Reich, dépouillés de leur famille, leur langue, leur nom et leur mémoire, demeurent comme témoignages vivants que certains crimes contre l'humanité peuvent rester impunis non par manque d'évidence, mais par limitation conceptuelle du propre système de justice qui prétend les juger.